Merci à tous les trois d'être présents pour ce premier épisode de House of Cash, nom que je dédie à Emma Chauvin qui a eu l'originalité et l'intelligence de trouver ce nom de podcast et de vidéo très sympa. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les trois, Angélique, si tu veux bien commencer, avant qu'on présente le format? Ouais, alors moi, Angélique, directrice d'investissement chez Raise Venture. Je ne sais pas si tu veux en savoir plus sur Raise Venture. Ta carte blanche. En gros, donc, nous, Raise Venture, on appartient au groupe Raise. Donc, Raise a été créé il y a 7 ans. L'objectif, en fait, c'est de créer des fonds d'investissement qui vont redistribuer 50% de leur caride à une fondation qui, du coup, peut aider gratuitement des entrepreneurs. Donc, un modèle plutôt vertueux et unique sur le marché. Et dedans, donc, nous, on existe depuis quasiment 4 ans. On a 3 fonds d'investissement. Un fonds plutôt série A, sur lequel on a fait des investissements comme Livestorm, CoinHouse, WeMaintain. Un fonds Seed for Good qu'on a lancé là en début d'année, plutôt pré-seed seed. On a fait des investissements comme Helios, que vous connaissez peut-être. Et un véhicule de Media for Equity avec TF1, sur lequel on a fait un investissement commun, notamment avec Daphne et Kima. Et donc voilà, tes investissements, des tickets de 200 000 à 4 millions d'euros, du pré-seed à de la série A plutôt généraliste, mais avec une grosse composante responsable, surtout sur le fonds Seed for Good. Très clair. Voilà. Alexis, tu prends la suite? Donc moi je suis Alexis, je travaille chez Kima Ventures. On s'occupe des tickets d'investissement d'Angel de Xavier Niel. On investit dans 2 startups par semaine. On a investi des tickets entre 100 et 150 000 dans des tours de table de pré-seed seed, donc des tours de table de 500 000 et plus. Et on est 4 chez Kima et on a presque 1000 boîtes en portfolio aujourd'hui, un peu plus. Tu peux nous en citer 2-3 sur les 1000? Et on a tellement. Non, on a investi dans des boîtes comme Sorar, Biril. On a investi dans Zenly, on a investi dans beaucoup de gens. Que des apps consumer en fait. On a investi. Non, on fait consumer, B2B, on fait un peu de tout. Développeur tools, on fait tout. Ok. Tout ce qui est un peu de digital. Et Paul, pour finir? Paul, du coup, moi je suis chez Daphne depuis plus de 5 ans maintenant. Daphne, on a 6 ans, un peu sur les mêmes stades d'investissement que Raise Venture, Seed Serie A, Early Stage. Des tickets entre 500 000 euros et 5-6 millions au premier investissement, avec un modèle un peu différent, en tout cas de ce qu'étaient les VC à l'époque, où on a toute une plateforme digitale qui nous permet d'automatiser un maximum de choses, reporting sur notre plateforme, gestion du deal flow pour passer un maximum de temps à analyser, et après je pense qu'on va en parler, mais à accompagner les boîtes, grâce notamment à notre communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. Qui nous apportent toutes leurs connaissances métiers, marché, techno. Voilà, et on a plusieurs fonds sous gestion. On a un premier fonds de 170 millions avec lequel on a investi entre 2016 et 2020. Un deuxième fonds qui fait exactement la même taille avec lequel on a commencé à investir en 2021. Et un fonds spécialisé retail, early stage, qu'on a lancé là, en mars ou avril 2022. Et on a investi dans des boîtes comme Back Markets, Swile, Leocare, Pascal, enfin beaucoup de boîtes différentes. Et l'investissement dont tu es le plus fier, pour nous donner un peu de... C'est une très bonne question. Non préparé. C'est risqué. Non, c'est une super question. Je pense que la boîte que je préfère, où je suis le plus fier, c'est Give. Parce que c'est vraiment un modèle dans lequel je crois énormément, qui est à la fois écologique et social, où tu vas à la place de jeter quelque chose, de se dire que ça peut intéresser quelqu'un, que ça va intéresser quelqu'un, et donc de valoriser à travers le don, l'anti-gaspillage, les valeurs sociales. Et ils ont des chiffres incroyables en termes d'usage. Après, on parlera du modèle économique peut-être plus tard, mais c'est pas forcément la boîte qui a levé les plus gros montants, c'est pas la boîte qui est sous les feux des projecteurs. Mais ils ont énormément d'utilisateurs en France et je crois que c'est 5 millions d'objets qui ont été sauvés grâce à eux depuis qu'on est dedans. Okay. Bon. En tout cas, on a 3 investisseurs avec des profils différents, des parcours différents, des fonds avec des stratégies d'investissement différentes. Et l'objectif aujourd'hui, pour rappeler très rapidement le format, c'est d'avoir un débat. Alors, on aura peut-être des sujets de dissension, on sera peut-être d'accord sur tout. Mais l'idée, c'est de traiter de sujets de fond, de sujets d'actualité. On va revenir sur notre métier, comment on le fait, sur le contexte macroéconomique, beaucoup d'articles en ce moment là-dessus, sur le fait de lever des fonds, la meilleure stratégie, sur l'impact, enfin tout un tas de sujets. Et l'idée, c'était de se dire d'avoir
voilà, des investisseurs avec des profils différents, parfois complémentaires. On l'a vu, vous êtes sur un même deal tous les trois, et de pouvoir débattre et permettre aux entrepreneurs qui nous regardent d'avoir un peu aussi l'envers du décor et comprendre comment ça se passe et quelles sont un peu nos spécificités. Donc ce que je vous propose, on lance le sujet. C'est un sujet qui, moi, me plaît beaucoup. C'est notre métier, comment on le fait. Moi, depuis 7 ans, en tout cas chez Cap Horn, il a extrêmement évolué. Analyser un deal, ça prend plusieurs formes, ça prend du temps, il y a un timing, il y a des méthodes. On a plus ou moins de temps, ça dépend un peu du contexte macro. Ma question est simple, et Angélique, je te prends en première témoin sur le sujet. Comment aujourd'hui, selon toi, on analyse un deal de la meilleure des façons? C'est-à-dire, comment on fait bien son job? Quel timing? Quelle méthode? Combien de temps ça prend? Quel est ton avis sur le sujet? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de règle. Pour commencer assez simplement, tu as des deals que tu analyses... Enfin, tous les deals sont analysés de manière assez différente. C'est-à-dire que tu as des règles de base. C'est-à-dire que oui, tu vas analyser le marché, tu vas rencontrer l'équipe pour te faire aussi un avis sur l'équipe. Tu vas essayer de creuser. Alors après, ça dépend si tu es en précis dans série A, en série B et autres, parce qu'effectivement, plus il y a une maturité de la boîte, plus tu vas aussi regarder éventuellement les chiffres. Mais je pense que là où je disais c'est très distinct d'un deal à l'autre, c'est que tu as des deals en fait où tu vas avoir une conviction hyper rapide en fait. Tu connais déjà le marché, donc en fait assez rapidement, tu vois, en quelques jours, tu peux déjà te faire un avis très précis sur le deal et une conviction qui ferait que tu peux t'acheter en une semaine. Il y a des deals où tu as besoin vraiment de travailler ta conviction, où tu vas faire des calls experts, où tu vas appeler d'autres fonds éventuellement, tu vois, qui sont spécialisés sur le sujet. Là, tu vas vraiment creuser la data room éventuellement qu'on va te donner à dispo. Tu vas faire plusieurs rendez-vous avec les entrepreneurs, avec l'ensemble de l'équipe. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas un schéma particulier, c'est très spécifique à la boîte, à sa maturité et à ce premier rendez-vous. Pour moi, c'est surtout le premier rendez-vous qui va définir un peu après comment tu analyses le deal. Ok, donc effectivement, il y a des spécificités en fonction de la maturité, mais concrètement, les meilleurs deals, on sait très bien qu'ils partent vite, il y a de la concurrence. Donc est-ce que parfois, je ne sais pas ce que tu en penses Paul, Alexis, vous avez un modèle aussi un peu particulier, mais est-ce que parfois il faut faire fi de l'analyse ou aller un peu plus rapidement sur les calls clients, les calls experts et se précipiter un peu plus? Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on a un métier qui est très moutonnier aussi, où si tu as 5-6 fonds copains qui se disent on a term sheeté sur ce deal-là, bah, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller aussi. Et donc tu vas accélérer en se disant ils ont sûrement fait une autre partie du boulot, ils ont fait leur conviction. Moi, les quelques doutes que j'ai, je vais essayer de les creuser à fond. Et si j'ai pas, de toute façon, on n'a jamais répondu à toutes les questions. Il y a toujours des très bonnes raisons de ne pas faire un dossier. Et donc, c'est juste de dire, est-ce que je peux vivre avec ce risque-là? Et donc, quand c'est compétitif, bah, tu as ta gestion du risque en te disant, OK, mais je le sens mieux parce que, en fait, ce que tu as dérisqué quand c'est compétitif, c'est de dire que les stages d'après, il va avoir plus facilement accès à du capital. Et donc, l'écoute history va être plus simple. Et donc, c'est une partie du risque que tu as dérisqué. Et sur la due deal, bah, tu n'auras pas forcément eu le temps de faire autre chose. Il faut juste que tu aies une conviction sur le marché, sur le produit et sur l'équipe. Mais tu n'auras pas eu le temps d'appeler tes 10 experts que tu aurais fait dans temps normal sur un autre deal. Pas... Mais, il y a un timing minimum ou pas? Est-ce qu'il y a quand même un timing minimum? Nous, c'est simple. Le dossier plus long qu'on ait fait, moi, la due deal la plus longue que j'ai fait, c'est plus d'1 an. Pascal en quantique. Pour comprendre ce qu'il faisait par rapport aux autres et tout ça, vraiment la techno. Je ne dis pas que j'ai bossé exclusivement là-dessus, mais j'ai eu la chance d'avoir le temps de comprendre ce qu'il faisait avant de se positionner. Et à peu près, les autres investisseurs qui sont rentrés dans le tour aussi. Le plus rapide qu'on ait fait, c'est 24 heures. Entre le premier meeting et le comité d'invest et la term sheet. Ok. Et tu considères a posteriori? On a fait le comité d'invest après la term sheet du coup. D'accord, ok. On l'a pas fait le deal finalement. Ok. Enfin, on l'a pas fait. On aurait bien aimé le faire. Ouais. Mais ils sont partis avec Cochelin. Ok. Qu'est-ce qui motive d'analyser, de faire une offre, en tout cas une term sheet, une offre, semi-offre, on va dire, en 24 heures? Comment en 24 heures tu peux avoir une conviction? C'est le timing de l'entrepreneur de toute façon. Après, si le mec te dit, bah, tu as 24 heures pour le faire, sinon on part avec les autres. Et bah, tu te dis, voilà, si j'ai vraiment envie de le faire, j'annule tous les meetings que j'avais dans ces 24 heures-là. Je peux non-stop dessus, j'essaie d'avoir un maximum de conviction sur le dossier. Et à la fin, tu te dis, OK, est-ce qu'on a dérisqué un maximum de choses? Ou est-ce que finalement, on n'a pas assez de conviction? Et dans ces cas-là, on dit, bah, désolé, il nous aurait fallu plus de temps.
si tu veux bosser avec nous, parce qu'après c'est du donnant-donnant à l'entrepreneur. Si tu veux bosser avec nous, si tu vois, si tu nous aimes bien, ce qui est difficile, c'est qu'en 24 heures, c'est compliqué de créer une relation aussi, quoi. Ouais. Tu penses que, avant de passer à Alexis, tu penses que ça va continuer? Bon, c'est un sujet, je grignote sur le sujet d'après, mais dans le nouveau contexte un peu macroéconomique, de ralentissement, de bulles qui explosent, etc., tu penses que des entrepreneurs qui vont te dire, voilà, tu as 24 heures, même si c'est des multi-entrepreneurs, des repeat entrepreneurs avec un profil sexy, une grosse taille de marché et toutes les composantes qui font qu'un VC s'excite, tu penses qu'on va encore avoir ce modèle d'entrepreneur qui te met un timing extrêmement serré sur lequel tu dois te positionner? En fait, c'est pas forcément l'entrepreneur qui te met un timing, c'est aussi le fait que tu arrives plus tard, tu l'as sourcé après, tu arrives plus tard dans la boucle. Ils avaient des meetings avec des entrepreneurs avec d'autres fonds pendant quelques mois. Il y a un fonds qui a déclenché le truc. Et donc là, il faut que tu rentres dans un timing qui est dicté par l'entrepreneur, oui, parce que c'est lui qui a les cartes en main, mais parce que tu as d'autres fonds qui ont été plus agressifs que toi, quoi. Après, est-ce que ça va continuer? Moi, j'en suis persuadé sur les deals emblématiques, serial entrepreneurs qui relancent une boîte sur un énorme marché. Ça va rester très compétitif et il va falloir aussi bouger très rapidement. Par contre, tu avais énormément de deals en 2021 qui étaient super compétitifs, qui vont avoir plus de mal à lever, ou en tout cas, la levée va être plus rationalisée et va revenir plutôt dans les standards de 2019, où c'était, tu prenais entre 4 et 6 mois pour lever ta série A, quoi. Alexis, surtout, pardon, je me permets de compléter, c'est que en plus, surtout nous trois, on est des investisseurs early stage, donc en fait, tu es quand même plus prêt à porter ton risque rapidement, enfin, si je dois rajouter une mesure de temps, sur ces typologies de deals. Et je pense que effectivement, même si le contexte de marché là, va être plus compliqué sur du gros, sur l'early stage, je pense qu'il y aura encore des deals qui vont se faire relativement rapidement parce que effectivement, c'est un risque que tu es prêt à porter, c'est le risque que tu veux porter en fait de toute façon. Et tu peux pas faire une analyse qui dure 3 mois sur des deals parfois où en fait c'est l'entrepreneur, un projet, une idée et un marché sous-jacent. Tu peux te faire des convictions. Alors tu peux vraiment le travailler 3 mois, mais dans l'absolu, je sais pas si au bout de 3 mois, tu auras plus d'avis et plus de billes sur est-ce que le deal va fonctionner qu'après 2 semaines ou une semaine d'analyse, tu vois. Ouais, surtout sur effectivement. Mais sur du early stage, c'est plus facile, ouais. Effectivement. Donc je pense que le rythme va un peu continuer sur des très beaux deals. Alexis, qu'en penses-tu? La réalité, c'est que par rapport au timing, les accélérations de timing et les deals 24 heures. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a eu énormément d'argent qui a été imprimé par les banques centrales pendant le Covid. On déborde avec le sujet privé. Et forcément, cet argent-là est beaucoup parti dans l'equity, dans les marchés qui... En fait, ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour garder les jobs. Ça a été fait pour éviter de faire en sorte que les gens souffrent en fait, de la pandémie. Et ça a très très bien fonctionné, sauf qu'en fait, cet argent-là est parti dans l'equity et dans toute la sphère du private equity en général. Et donc, du coup, les VC. Et donc, du coup, il y a eu une accumulation de cash qui cherchait justement des boîtes. Et ça a fait une distorsion de marché qui faisait que, du coup, il y avait énormément de VC qui cherchaient des opportunités en early stage. Et donc, du coup, la balance était complètement disproportionnée par rapport aux entrepreneurs. Et du coup, il y avait beaucoup trop d'argent de VC qui cherchaient les mêmes boîtes. Donc, on a eu des effets de marché où on avait des deals qui devaient être faits en 24 heures par compétition. L'énorme avantage, ce qui est en train de se passer actuellement, et on déborde sur le sujet d'après, c'est que justement, comme il y a ce changement de marché qui arrive, qui fait que du coup, il y a toute cette supply de capital qui est réduite, on revient, en fait, c'est juste l'argent du Covid qui, en fait, est enlevé. Donc, en fait, on revient à ce qui se passait en 2019-2020, juste avant la pandémie. Et c'est normal, c'est fait pour ça, en fait. Sauf que les fonds ont les poches pleines. Les capitaux ont été levés, et il y a beaucoup plus de capital dans les fonds aujourd'hui qu'en 2019. C'est-à-dire que l'argent n'a pas disparu, quoi. L'argent, il n'est pas appelé. Ça va être toute la question, mais je pense que les mecs vont déployer. Les fonds qui ont levé, tu vois, nous, notre fonds Vintage, là, juillet 2020, le premier closing, on va le déployer. On va l'appeler l'argent. Enfin, et toutes les personnes qui sont dans notre cas, qui ont levé des maxi fonds, ils sont obligés de le déployer. Oui, le problème, ce qu'il y a, c'est que si jamais tu veux appeler ton capital pour le déployer dans des boîtes dont le futur est incertain, parce que ça dépend... En fait, c'est une chaîne, donc tu dépends des fonds d'après. C'est un jeu de patate chaude jusqu'à l'IPO, en fait, côté fonds d'investissement. Donc le problème qu'il y a, c'est que si jamais comment est-ce que tu peux
appeler tout le capital du fonds alors que tu n'es pas sûr de pouvoir déployer avec le même TRI pour pouvoir repasser si jamais en fait toute la chaîne commence à avoir du capital qui tarit. Ouais, après, C'est une supply chain en fait du capital. Ouais, après, faut pas oublier quand même que les management fees sont basés sur la taille du fonds. Et donc, c'est-à-dire que si tu n'appelles pas le capital, si tu réduis la taille de ton fonds, tu réduis tes management fees et donc ton salaire, enfin, comment tu fais vivre ta société de gestion, le temps d'avoir du carry dans 10 ou 12 ans. Les nouveaux fonds, c'est quand même assez complexe. Et je pense qu'on reste quand même dans un écosystème. Enfin, je pense que je suis moins pessimiste sur le futur. Là, alors le fonds de gros, c'est sûr que ça va être très compliqué pour énormément de boîtes qui ont levé à des valos totalement déconnantes et tout ça, mais il y a énormément de super boîtes en early stage qui vont trouver du capital et qu'on a des super boîtes. On n'a jamais eu un deal flow, donc un nombre de startups qu'on voit aussi qualitatives et en nombre important. Notre deal flow, il a été multiplié par plus de 2, entre 2,5 je crois, entre quand on a lancé Daphne et maintenant. Et en termes de quantité, on n'a jamais fait autant de comités d'invest que maintenant pour investir dans les boîtes. Nous, on continue à déployer. Il y a énormément de fonds qui continuent à déployer. J'ai pas un acteur early stage qui m'a dit, il y en a qui ont dit on va prendre moins de risques, on va slow down. Mais qui m'ont dit on arrête d'investir. Oui, mais c'est ça, c'est quand même un effet de ricochet. Tu n'arrêtes pas d'investir, mais tu fais plus attention aux investissements que tu fais. Je pense que c'est plus ça la logique là, qui est en train d'exister. Les deals tier 1, de toute façon, ça ne changera jamais. On se précipitera déjà toujours tous pour les faire. Et je pense que ceux-là, il y aura toujours de la compétition, il y aura toujours ce rythme un peu plus rapide que sur les autres deals. Mais après, je pense qu'effectivement, des deals un peu moins concurrentiels, etc., en fait, ceux-là, tu vas plus te poser des questions. Et là, effectivement, ta question sur comment tu analyses un deal, tu vas retravailler plus tes deals pour te dire, OK, est-ce que j'y crois? Qu'est-ce qui se passe si on arrive dans une série B, tu vois, sur une série A, si on arrive dans une série B d'ici 12-18 mois, ce qui était avant, tu vois, les rythmes que tu avais. Là, tu vas te dire, non, en fait, qu'est-ce qui se passe si ma série B elle est plutôt dans 18-24 mois? Et c'est là où je pense que tu as quelque chose de plus... tu essaies d'être plus sécure quand même sur ces typologies de deals-là, un peu moins sur du seed, plus sur de la série A et sur la série B, j'en parle même pas. Par rapport au point qu'avançait le temps d'analyse sur, pas les deals tier 1, mais les deals où il y a une compétition extraordinaire sur des repeat entrepreneurs ou des profils un peu particuliers, mais on va dire le commun des investissements, la durée aura tendance à s'allonger. Ce ne sera peut-être pas le cas chez vous, parce que vous, la durée, elle est fixe, non? Non, mais c'est le cas chez nous aussi. Hein. Typiquement, nous, on voit, il y avait un deal là récemment, j'ai décidé de voir les fondateurs nous, on fait des deals assez rapidement parce qu'on a une énorme volatilité de deal et en plus, on a un petit ticket. Donc, en fait, ça casserait les pieds aux entrepreneurs de prendre trop de temps. Mais il y a certains deals où moi, j'ai fait 3-4 rendez-vous parce qu'en fait, j'avais des petits doutes sur certains trucs. C'est très exceptionnel, ce qui est beaucoup pour Kima. Mais en vrai, en fin 2021, ça aurait été impossible. En Q4 2021, c'était impossible. Genre, il y avait des deals sur le marché qui partaient comme ça. Alors que c'était des deals non certains, qui étaient complexes à analyser, et très bien qu'il y ait des boîtes qui méritaient de se faire financer, sauf que moi j'avais quand même des gros doutes sur l'analyse de ces deals-là par certains fonds d'investissement, parce qu'en fait il y avait toute cette pression compétitrice, plus les fonds d'investissement devaient déployer le capital, plus il y avait une espèce de FOMO ambiante qui arrivait. Et parce on savait qu'il y avait les Tigers qui arrivaient en France, qui arrosaient, etc. Et donc du coup, les markups semblaient être plus faciles pour les fonds d'investissement. Donc du coup, ça a poussé un peu certains à revoir leur prise de risque, et notamment en très early stage. Et typiquement, ça se voyait. En seed, les fonds d'investissement se parlent beaucoup et partagent beaucoup les informations et les deals qu'ils regardent. En novembre-décembre, WhatsApp il était vide. Hein. Enfin, tout le monde se regardait en chien de faïence, même des gens qui collaboraient usuellement. Et depuis janvier-février, c'est cool, on peut se reparler, on peut se réchanger des trucs, etc. Tout le monde voulait déployer le maximum possible dans des deals très très risqués. Mais c'est une appréciation, c'est exactement ce que tu disais, c'est l'appréciation du risque qui a changé par des questions macro du haut banque central, plus de levée du coup qui entraîne une levée plus forte des fonds d'investissement, plus des effets des méga rounds, des méga rounds, des contos Sora et toutes les boîtes dont on a vu, plus les arrivées de Tiger et des autres en France. Du coup, ça fait le lien, on a déjà débordé sur le sujet 2, mais c'est le sujet un peu macro qui est un vrai sujet de discussion en ce moment dans le milieu du capital risque.
Question simple. Paul, je me tourne vers toi parce que tu as déjà commencé à y répondre. Est-ce qu'en 2022 et 2023, il faut continuer d'investir au même rythme qu'en 2020-2021? Même rythme, je sais pas. Ouais, je pense. Enfin, en vrai, il y a du capital et des bonnes boîtes. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait d'investir? Peut-être la chaîne à la fin. Non, mais Angélique a bien répondu. C'est juste que quand tu vas dire, OK, l'écoute-historique de la boîte, on relève dans un an, ce qu'on disait en 2021, il faut relever dans un an. Parce que si en 2020, tu levais ta série A, si tu n'avais pas levé un an après, les gros fonds, ils allaient moins te regarder en disant, attends, ça va pas assez vite là. Ce qui là a totalement changé. Donc, tu vas dire, OK, en fait, les gars, il va falloir qu'on prévoie du cash plutôt pour 24 mois là. Et tu auras en fait des métriques. Là où tu n'avais plus aucune rationalité dans les valos par rapport aux métriques et par rapport au montant levé, tu vas retrouver de la rationalité, mais tu as énormément de boîtes qui sont capables de faire le chiffre d'affaires attendu pour la série A, avoir 100 000 euros de MRR, avoir une croissance de x2, x3 annuelle jusqu'à sa série B, et qui va trouver après preneur sur... Donc je pense qu'il faut continuer à investir, et en plus de ça, je pense que ça va être, pour ceux qui ont de l'argent, un moment béni pour investir après pour les startups. Parce que, alors là, bizarrement, les coûts d'acquisition pour nos boîtes B2C sont envolés. Mais je pense que c'est parce que tu as des mecs qui sont enlevés, qui doivent absolument lever, donc ils veulent essayer de prouver, tu vois, un dernier va-tout pour dire, voilà, il faut qu'on prouve qu'on a une croissance exponentielle, et donc ils mettent tous leurs derniers deniers dans l'acquisition. Mais quand ces boîtes-là ont plus de cash, ou on va essayer de garder absolument leur cash en disant, en fait, il faut qu'on change de stratégie, on n'arrivera pas à lever puisque notre valo, elle était à 5 milliards quand on faisait 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Et ben ça va baisser, les coûts d'acquisition normalement devraient baisser énormément. Et ça va laisser de la place à des plus petits players pour rentrer et pouvoir accélérer s'ils ont du cash, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, globalement, sur ta question, effectivement, je pense que déjà, ça va un peu assainir le marché, globalement, que ce soit sur la façon dont on analysait les deals, peut-être aussi les entrepreneurs. Si, tu vois, il y avait aussi un côté en 2021, non mais en fait, il faut lever une boîte, parce que même si j'ai une idée un peu bien, en fait, je vais de toute façon trouver le cash en face. Donc, autant lever des boîtes, il y a eu énormément de projets l'année dernière. Je pense que franchement, moi, je pense que tu vois, le x2, limite, tu pourrais limite le mettre entre 2020 et 2021, particulièrement parce que, tu vois, pendant le Covid, il y en a plein qui ont bossé sur leur projet de 2021. Il y a tellement de projets qui ont émergé. Donc, je pense que effectivement, là, ça va peut-être un peu s'assainir, côté fonds, côté start-up. Je pense qu'il y a une logique aujourd'hui par rapport au contexte macro, l'inflation, la restriction là, sur les matières premières, les banques centrales qui sont en train d'augmenter les taux, qui font que nous, naturellement, on sait que c'est des périodes du coup, qui sont moins favorables à l'investissement. Et donc, on a l'opportunité, je pense, tous les trois, de se dire on a du cash, donc on pourra investir. C'est génial parce qu'il y a quand même encore des belles boîtes. C'est pas parce qu'on est en phase d'inflation ou autre et que les banques elles augmentent leurs taux qu'il n'y a pas d'opportunité. Au contraire, c'est des énormes opportunités sur les boîtes. Donc nous, on va continuer d'investir. En revanche, je pense que la différence par rapport à avant, c'est que tu vas te rajouter cette poche supplémentaire pour te dire, si jamais c'est plus long de lever sur les prochains tours, il faut que je sois capable de refinancer mes boîtes. Chose où avant, tu pouvais dire... en fait, je sais que naturellement, on est chacun des fonds à des stades de maturité spécifiques. Donc, en fait, limite, moi, je mettrai mon prorata la prochaine fois. Peut-être que tu mettras un peu plus de ton prorata. Peut-être que tu anticiperas, tu vois, d'autres typologies de réinvest. Et ça, c'est plus tu vois, pour bien faire notre travail, entre guillemets, et se dire, OK, worst case scénario, il faut quand même que je sois préparée. Donc, j'ai une petite réserve de cash pour me dire si je dois tirer 6 mois, 1 an de plus pour mes boîtes, je suis capable de le faire, je suis en support. Mais notre logique aujourd'hui, c'est quand même d'investir et c'est quand même de se dire, il y a des belles boîtes, on a du cash, investissons quoi. Et est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que les modèles ultra cash intensive qu'on a pu tous financer, parce qu'il y avait une croissance exponentielle et c'était très intéressant d'avoir une société qui prenait très vite des parts de marché au détriment de l'EBITDA et d'une future rentabilité, c'est des modèles qu'on va un peu moins regarder. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, tu as dû en voir passer, des boîtes qui brûlent énormément de cash sans avoir encore un modèle qui tourne. Si, on en a vu passer forcément, mais après, c'est comme le cash coûte plus cher. En fait, forcément, c'est des modèles qui ont tendance à exister vachement dans des... qui ont
qui lèvent énormément, et pour lever énormément, elles lèvent énormément parce qu'en fait le cash coûte moins cher parce que il y a la situation macroéconomique. Et comme la situation macroéconomique se complexifie, plus il y a quelque chose en plus qui est par rapport à ce que tu as dit qui est surtout vrai dans les startups, c'est qu'en plus de ça, le Nasdaq a beaucoup perdu. Quand on voit par exemple que Snapchat a fait un très bon quarter et perd 40% en bourse, du coup, et pareil, quand on regarde tous les multiples SaaS donc les multiples SaaS, c'est comment est-ce que les SaaS sont valorisés sur les marchés publics en multiples de leur revenu annuel, de leur ARR. Les multiples de SaaS ont vachement descendu, donc fini les 100x de l'ARR. On est plutôt à quel niveau là? De ce que j'ai pu comprendre sur les marchés publics, on est plutôt sur du 5. Après, en privé, ça dépend, je ne sais pas encore. Mais parce qu'on est dans une phase de découverte de prix en fait au niveau des VC. Mais bref, et donc du coup, comme le Nasdaq a baissé, ben forcément ça impacte toute la chaîne derrière. Mais après, je suis totalement d'accord, il y a toujours des très très bons entrepreneurs, il y a toujours des bonnes boîtes, et de toute façon, quand on regarde les meilleures startups aujourd'hui, les startups iconiques, que ce soit du Google, du Uber, du Amazon, etc., c'est des boîtes qui ont été construites dans des downturns. Et en fait, les fortunes se créent dans des downturns et sont collectées sont collectées pendant que le marché monte. Et donc du coup, aujourd'hui, il faut monter des boîtes et les financer, parce que c'est là où justement il y a les boîtes iconiques. On l'a vu dans la blockchain. On regarde typiquement, on a beaucoup parlé de Sorare dans les derniers mois. Sorare en fait a été monté dans un moment où c'était difficile pour eux de lever parce que c'était un downturn crypto, et en fait ils ont profité énormément. Ils ont construit dans un bear market crypto et ils ont profité énormément de l'up market. Donc chez vous continuez à investir. Nous, on continue à investir. Avec peut-être un peu plus de précaution, mais la même vélocité. Bah, en fait, on a la même précaution qu'on avait avant la frénésie. C'est tout. C'est quoi un peu tous les trois vos deals, vos rythmes d'investissement à peu près par an ou par mois? Par semaine. C'est quoi les ordres de grandeur pour les avoir Nous, l'année dernière, on a fait, typiquement parce qu'on a vu, ça se voit dans nos chiffres, d'habitude on fait entre 80 et 100 investissements par an, l'année dernière on en a fait 120. Donc en fait, nous, ça s'est aussi vu sur les chiffres. Mais et le rythme est ralenti ou il reste stable Il est ralenti parce qu'il y a moins de FOMO, et c'est vrai qu'on a quand même on a un tout petit peu moins de deal flow de notre côté. On a moins les gens qui quittent leur boîte pour monter des nouvelles boîtes. En fait, on en a un tout petit peu moins. Ce que disait Angélique tout à l'heure, les projets qui se montent, j'ai une idée, allez, on y va, je me jette en 2021 dans le bain. Bah, en même temps, ça fait qu'on a, dans le contexte macroéconomique, on a un CDI, on a envie de le garder. Angélique, c'est quoi votre rythme, vous, à peu près? Alors nous, c'est bien plus lent que Kima, parce alors historiquement, on était sur un véhicule de série A, donc on faisait plutôt une dizaine d'invests par an, enfin au démarrage. On a un véhicule Evergreen, donc c'est un peu particulier, parce que du coup, nous, on dure à 99 ans, on n'est pas vraiment un FPCI, donc on a des phases où, en fait, on peut vraiment écouter le marché et avoir des phases d'accélération, des phases où on va un peu ralentir si effectivement c'est pas opportun. Et sur le véhicule, par contre, Précide, on vient de le lancer, donc on n'a pas encore de recul, tu vois, mais on a déjà fait 4 investissements dessus. On l'a lancé en début d'année. Ok. Et vous? Du coup, c'est à peu près pareil, un par mois, une dizaine par an, quoi. Ok. Et donc là, je sais que vous, chez vous, pour le coup, le trend continue. En ce début d'année, vous avez fait pas mal de deals. Il n'y a pas de ralentissement. On a fait 5 depuis janvier. Ok. Voilà. Donc vous êtes c'est ça, tu vois, on est en juin. Et ouais, et more to come. Enfin là, moi je suis super excité par ce qui se passe. Tu veux nous faire des annonces, peut-être? Les comités d'invest sont en train de se passer ou viennent de se passer. Donc je ne sais pas encore si on va y aller, on va se comité, et 2, si on a gagné le deal, parce qu'il y a c'est encore quand même concurrentiel. Mais il y a plein de trucs. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu regardes un deal, nous en moyenne, on dit 7 ans, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus, même 7, tu regardes à 7-8 ans en moyenne pour la partie sortie, le fameux mariage en CDD où on investit, mais évidemment on investit pour revendre nos parts. Le contexte dans 7-8 ans, c'est aussi une discussion qu'on avait eue il y a quelques années, quand on avait fait une première interview chez vous, je me rappelle. C'est aussi d'avoir des convictions sur ce qui va se passer à court terme, parce que potentiellement, ta société qui lève un seed, elle va devoir lever une série A, et si ce n'est pas possible dans 12-18 mois, tu es emmerdé. Donc évidemment, il faut voir à court terme, mais aussi il faut voir à moyen long terme, de se dire quel est mon degré de conviction sur la structuration de l'écosystème, notamment à la sortie, dans 7-8 ans. Et dans 7-8 ans, on sait très bien que
je l'espère, mais peut-être le contexte de crise qui est en train d'arriver sera passé. Et le fameux bull market sera peut-être de retour. On passe à un moment polémique, si vous voulez. Dans la continuité de notre métier d'investissement, il y a le sujet du suivi. On a tous des thèses relativement différentes. C'est des propositions de valeur pour l'entrepreneur de dire, bah voilà, on investit chez toi, mais on a un modèle d'accompagnement, que ce soit personnel ou autour de la structure. Un investisseur que je ne citerai pas, mais me disait, de façon un peu polémique, et j'aimerais vous entendre réagir là-dessus, le suivi, ça ne sert à rien. Parce que les meilleurs entrepreneurs, ceux qui vont faire ta perf, les plus belles boîtes, les licornes, ou surtout les boîtes qui sortent et qui te rapportent de l'argent et qui te font faire un beau multiple, sont des entrepreneurs brillants, et ces entrepreneurs brillants n'ont globalement, a priori, pas besoin de toi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le suivi est obsolète? Est-ce que nos modèles d'accompagnement sont obsolètes? Pas forcément mon point de vue, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui veut se jeter dans le bain sur le sujet. Je pense qu'il y a différentes sortes de suivi. Il y a le suivi flicage policier où en fait tu vas demander du reporting à l'entrepreneur, tu vas être sur son dos, tu vas dire attends et alors est-ce que tu as fait tes chiffres et tout. Effectivement celui-là il sert à rien. C'est plutôt nocif, malsain, tu vas en plus avoir une relation difficile et donc tu vas perdre en plus la confiance que tu peux avoir avec l'entrepreneur. Et après tu as le suivi supportif où en fait c'est juste de dire aux entrepreneurs dès que vous avez besoin de quelque chose on est là. Voilà, nous on est là en support. Vous avez des besoins de recrutement, des recherches de locaux. Tu as des sujets qui sont pas du tout stratégiques sur les Campodé et des sujets beaucoup plus stratégiques où tu as besoin de sortir la tête du guidon parce que tu es full focus sur ton business et réfléchir tu vois, de manière un peu plus posée avec un regard neuf sur le business court, moyen, long terme. Où là, je pense que c'est là où on peut apporter de la valeur. Mais après, il faudrait demander. En fait, il faudrait demander directement aux entrepreneurs cette question. Je pense que, effectivement, en fait, c'est très propre à chaque startup. Tu as des startups qui ont besoin d'aide, qui vont te demander. Enfin, nous, je sais que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on essaie de mettre en avant, tu vois, chez Raise, parce qu'on a un gros écosystème. Tu as la fondation qui a accompagné plus de 400 startups. Dont des startups qui aujourd'hui, tu vois, n'ont clairement plus besoin d'aide, mais qui aident des startups qu'on peut avoir, tu vois, dans l'écosystème Raise au global. Tu vois, t'as la fondation, ils avaient donné le premier prêt d'honneur à Mano Mano, donc c'est vrai que maintenant, t'as Philippe de Chanville qui vient aider des entrepreneurs chez Raise. Donc, je pense que ça, c'est hyper important quand tu es investisseur d'avoir en tout cas un accompagnement disponible, que ce soit être là pour répondre à des questions juste philosophiques de ton entrepreneur, comme des questions stratégiques, comme disait Paul. Je pense que tu es là pour être à dispo. Mais c'est très dépendant de quel est l'entrepreneur en face, quel est son besoin, quel est son stade de maturité. Tu vois, sur une boîte précise, moi je trouve que en fait, c'est là où tu es souvent le plus en support. Effectivement, plus le stade de maturité passe, plus la boîte elle est construite, plus elle est seniorisée. Donc en fait, les questions qu'elle pouvait te poser sur un bébé, en fait tu les as moins parce que maintenant tu as un CFO qui est hyper high level, qui a effectivement eu beaucoup déjà de sujets start-up, donc ils ont moins besoin de toi. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ton indique te disait, effectivement, plus la boîte réussit, moins tu l'aides, parce qu'en fait, plus elle s'est entourée elle-même en interne, donc elle va peut-être moins t'appeler, et elle a besoin de toi plus à la marge, tu vois, sur des questions stratégiques, sur des questions high level, sur comment gérer plutôt, tu vois, la next levée, et c'est là où tu vas faire du cherry picking, tiens, t'aurais besoin d'un contact dans ça, ok, je vais chercher dans mon réseau, et c'est ce qu'on va te mettre en avant, tu vois. Donc je suis d'accord, mais je pense que c'est plus par structurel limite, quoi. C'est voilà, t'es équipé en interne, donc tu fais moins appel à l'externe, mais après nous, toutes les maturités de boîte viennent quand même nous voir et nous demandent du suivi, et on le fait. Enfin, tu vois, il y a aucune boîte qu'on va laisser en disant non, désolé, là on n'a pas le temps. Et après ça fonctionne surtout dans vos deux modèles quand tu fais 10 investissements par an, sachant qu'il y en a qui sortent, il y a des exits, il y a des boîtes qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Quand on en fait 100 par an, est-ce que de facto on se dit que le suivi n'a pas finalement d'intérêt ou de retour sur investissement, ou au contraire, quand on fait quand même beaucoup de volume, toi tu considères, Alexis, que l'ouverture de porte, l'intro à Sequoia qu'il va pouvoir faire, etc., elle a un intérêt et un impact? En fait,
C'est une très bonne question, c'est super intéressant. Je pense qu'aussi ça dépend, comme vous avez dit, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend aussi de l'investisseur lui-même, ce qu'il apporte et sa personnalité. Ça dépend des relations. En fait, c'est des relations humaines, donc ça dépend vraiment des relations. Enfin, ça dépend de l'entrepreneur, de l'investisseur et de la relation qu'ils ont ensemble. Nous, on fait 100 invests par an. On a 1000 boîtes en portfolio. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces 1000 boîtes, il y en a certaines qui, malheureusement, ont fini leur course et qui sont décédées. Il y en a certaines qu'on a revendues et il y en a certaines qui, en fait, ont levé des séries A, B et C et qui sont, en fait, on a repassé, le support, en fait, est géré par des gens qui savent mieux le gérer que nous parce que nous, on est très, très spécialisés sur le seed. Donc, on a une centaine de boîtes à aider en permanence et on est 4. Et en fait, typiquement, il y a plusieurs points où je vois que nous, on a pu apporter ce qu'on appelle de la valeur. Typiquement, exactement ce que tu disais, aider la startup à lever d'autres fonds. Typiquement, l'exemple je fais que de parler de Sora, mais l'exemple de Sora, on les avait introduits à Seedcamp, on les avait introduits à Benchmark, par exemple, pour leur série A. On a d'autres fonds, typiquement, on a beaucoup aidé sur les introductions pour les levées de fonds. Mais il y a aussi un gros point qui est assez intéressant dans le job d'aide de la part de l'investisseur même. C'est un job d'écoute et c'est un job en fait quand on est entrepreneur, on est vachement seul, on a plein de problématiques et on voit son marché, on est à fond dans son exécution. Parfois, on a des situations difficiles, on aimerait bien en parler à quelqu'un et c'est un peu ce rôle-là en tout cas que moi je vois personnellement dans la façon dont j'essaie de le faire, c'est permettre aux entrepreneurs de parler à une personne un peu neutre qui est un peu en dehors de la boîte, qui n'est pas au quotidien avec soi, qui voit plein de boîtes différentes, permettre de prendre un peu de la hauteur sur ces problématiques. Parce que nous, en tant qu'investisseur, on voit plein de boîtes, donc en fait on peut faire des parallèles et on peut justement être une écoute pour les entrepreneurs, et que ce soit sur des problématiques du quotidien, ou que ce soit par exemple sur des questions techniques, ou que ce soit des questions, par exemple moi j'avais un entrepreneur qui a eu un gros souci de financement, et juste il a eu une term sheet de financement qui était horrible pour lui. Il voulait juste m'appeler pour juste parler en fait. Il était en train de bouillir dans sa tête. Il m'a appelé, il voulait juste parler en fait. Il voulait juste en parler à quelqu'un pour faire sortir ça. Et typiquement c'est comme ça que je vois un peu la façon dont nous on fait pour aider, parce que la réalité c'est que moi je sais pas exécuter. Typiquement, je vais pas aider la personne à faire des ventes. En fait, structurer un CRM, notre CRM est déjà pas très bien structuré. Je vais pas aider la personne à structurer son CRM, c'est complètement stupide. Par contre, je suis là pour écouter quand il a des problèmes, peut-être le faire réfléchir sur certains sujets ou le mettre en relation avec d'autres boîtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal chez Kima. Alexis, pour être très froid et une fois de plus peut-être polémique, mais se pose du coup la question du retour sur investissement de ton temps. Nous, quand on accompagne des entrepreneurs, on essaye de faire en sorte, ou en tout cas de dire à des entrepreneurs d'essayer de concentrer leur temps sur aux endroits où il y a le plus de valeur à ajouter en fonction de la maturité. Ça peut être la culture d'entreprise, les sales au début. Nous, se pose la question du retour sur investissement de notre temps. Le côté psychologique dont tu parles implique que tu vas consacrer autant de temps potentiellement à une société dans ton portefeuille qui ne fonctionne pas ou qui vraisemblablement ne fera pas ou peu de performance sur l'intégralité de ton portefeuille versus une société qui, pour le coup, a un potentiel comme peut-être Sora qui est extraordinaire. Et du coup, ça signifie que tu passes autant de temps sur des sociétés qui vont bien, pas bien du tout. Et donc, du coup, il y a un problème de ROI. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, moi, en tout cas, après, c'est personnel. Moi, je ne le calcule pas parce que moi, moi, j'aime bien. J'aime bien parler avec les entrepreneurs. Donc en fait, moi, je ne calcule pas. Typiquement, nous, on est très. On ne va pas chercher les entrepreneurs, typiquement, ce qui est très différent parce que ça dépend de notre modèle. Donc c'est les entrepreneurs qui nous contactent. Et moi, j'ai des entrepreneurs, on discute, même si leur boîte ne va pas bien du tout. Mais on discute parce que j'aime bien. C'est juste, ah oui, non, mais ça fait. Enfin, clairement, de toute façon, je pense que ça fait partie du métier d'entrepreneur, d'investisseur, d'accompagner les entrepreneurs. Et c'est un leurre de croire en fait que tu ne peux aider que les boîtes qui vont bien, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, plus ça va bien, effectivement, moins tu vas être en demande. Donc, je pense que effectivement, quand tu parles de suivi, dans les faits, tu fuis peut-être plus des boîtes qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une écoute, qui ont besoin d'une mise en relation, qui ont besoin. Mais je pense que ça fait partie du rôle d'investisseur et effectivement calibrer son temps. Alors peut-être que ça dépend des typologies de fonds. Je pense que en général, tu manages aussi tes équipes en fonction de ça. Tu vois, nous on est par exemple 6 chez Rise Venture. On a un split sur les dossiers qui fait qu'en fait on est en capacité de gérer
gérer tous nos deals. C'est-à-dire que moi, je me sens pas... Effectivement, si tous les problèmes arrivent en même temps, c'était le cas du Covid, en fait, tu vas trouver des solutions pour merger et dire, OK, vous avez tous le même problème, on va se faire une petite session et discuter ensemble, de se dire, OK, quelle solution on peut trouver pour les PGE, pour la gestion des RH, etc. Là, tu fais de l'optimisation. Mais franchement, c'est très rare d'arriver à te dire, en fait, là, c'est pas possible, je fais que du suivi de boîte et je fais plus de sourcing, etc. Ou sinon, c'est qu'il y a une mauvaise organisation, je pense, dans la structure et que tu portes tous les deals du fond et que... Parce que tu vois, avec le rythme dont on parle, plus tu passes en maturité importante, moins on a besoin de toi. Donc, en attendant, tu fais des nouveaux deals, ils ont besoin de toi. Et donc, normalement, en fait, c'est un effet de déversement, quoi. Et donc, au fur et à mesure, normalement, tu libères du temps et tu dois être capable de gérer ça. Pour moi, ça fait partie du taf. Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que 99% de ton temps sur le support, c'est les boîtes qui vont mal. Et où tu vas foncièrement, dans une gestion de portefeuille, c'est clairement pas là où tu vas gagner de l'argent. C'est-à-dire que le modèle de fonds, c'est que tu en as entre 30 et 50% qui vont vraiment rien te rapporter. Et c'est sur celle-là, en plus, que tu vas gagner, tu vas passer énormément de temps. Alors, ce que tu vas réussir à faire, c'est au lieu de récupérer 0, tu vas essayer d'aller récupérer x 0,5, x 1 sur ta mise. Et essayer de, surtout, ça reste un métier humain, sauver les emplois de la boîte, sauver l'asset de la boîte, sortir la tête haute avec l'entrepreneur. Enfin, tu vois, tu as aussi tout cet accompagnement-là où humainement, tu te dis, on l'a déjà vécu, l'entrepreneur jamais. On peut apporter de la valeur aussi sur l'accompagnement, sur quand est-ce qu'il faut... Parce que c'est super cadré en plus, hein. Le redressement judiciaire, le mandataire ad hoc. Quand tu connais pas tout ça et que en plus t'es mandataire social de la boîte, c'est super pesant, quoi. Après, et c'est je pense la grosse question qu'il faut qu'on se pose nous en tant que gestionnaire de fonds, c'est que ce n'est pas possible de passer un maximum de ton temps sur des boîtes qui vont pas te rapporter de l'argent. Tu serais beaucoup mieux à aller sourcer des super deals qui vont plutôt pouvoir faire x50 sur ton investissement, à essayer de créer ton réseau, de faire grossir ton réseau pour faire les meilleures intros possibles à tes boîtes qui en ont besoin et qui sont en pleine expansion sales. Et moi, on est en train de réfléchir là-dessus et on n'est pas tous d'accord dans le fond, mais c'est de dire que le métier d'accompagnement des sociétés qui ont quitté le chemin startup, c'est un métier totalement différent du nôtre, qui est un métier plutôt de soit retournement ou enfin c'est des compétences soft skills et hard skills qui sont totalement différentes des nôtres. Et je pense que ce serait moi je milite pour qu'on ait quelqu'un en interne qui soit spécialisé là-dedans pour le meilleur accompagnement du long tail du portefeuille qu'il faut qu'on accompagne parce que c'est notre job, mais enfin si on parle juste d'un aspect financier, c'est pas ce qui va faire notre gain. D'ailleurs, tu as ça de plus en plus, hein, des operating partners en interne qui ont des spécialités et qui vont aider les startups sur des sujets plutôt hard skills, type CMO, CTO, CPO, et justement sur lesquels tu peux déverser, entre guillemets, une partie des demandes éventuelles de tes startups sur lesquelles toi, en tant qu'investisseur, c'est pas parce que tu es investisseur que tu analyses tout dans les boîtes que tu es capable de tout faire dans les boîtes. D'ailleurs, le conseiller n'est pas forcément le payeur. Et donc, effectivement, tu as ce modèle qui fonctionne, j'ai l'impression, plutôt pas mal et qui permet de libérer ton temps et que les operating partners, c'est leur mission que d'aller aider sur ces sujets spécifiques qui peuvent être chronophages, mais qui surtout demandent des hard skills que nous, on n'a pas forcément, quoi. Et il y a un truc qui est assez intéressant, parce que là, on a beaucoup parlé de ROI, d'argent, et en même temps, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de notre job, on a une grosse partie de notre job où en fait, on est des allocateurs de capital, donc en fait, l'argent... Notre job, c'est d'aller lever de l'argent et de l'investir. Si tu regardes finalement... Oui, c'est ça, on est des allocateurs de capital, mais le truc qui est intéressant, c'est que les VC, c'est un univers de temps très très long. Et les réputations sont des réputations très longues. Et en fait, ce qui est intéressant de ce job-là, c'est que il y a un côté, après je suis peut-être un peu naïf là-dessus, mais c'est que si jamais on fait du bien aux entrepreneurs, si jamais tu fais du bien à l'écosystème, si jamais on est gentil, si jamais on est ouvert, et en fait, moi je suis parfaitement convaincu que le karma fait une partie intégrante de cet écosystème parce que les univers sont très longs. Et en fait, quand on aide une startup, même si on ne regarde pas forcément le ROI,
Moi, je calcule pas le ROI du temps que je passe sur chacune des boîtes parce que je me dis que peut-être que il en parlera à quelqu'un, qui parlera du bien de moi à quelqu'un ou parlera bien de nous à quelqu'un et qu'ensuite après de l'autre côté, cette personne-là postulera chez nous, voudra de nos fonds, etc. C'est un peu comme ça. En fait, nous on a une boîte dans notre portfolio qu'on a financée. On avait financé une boîte, ça s'est pas bien passé du tout et en fait son frère a monté une autre boîte et en fait comme on l'a aidé parce qu'on fait dans un écosystème où ça se passait pas bien du tout, et du coup on a sécurisé notre allocation dans un deal compétitif. Si tu regardes froidement le ROI du coup là-dessus, est-ce que tu préfères pas que ce soit, je sais pas moi, le CEO d'un succès, tu parlais de Sorar, que ce soit l'équipe de Sorar qui disent Kima, ils nous ont vachement aidés, tu vois, ils ont une caisse de résonance beaucoup plus forte. Et donc les entrepreneurs qui l'écoutent vont te voir, que d'essayer de toucher dans le... Tu vois, si on calcule froidement le ROI... Mais tu le sais pas. En fait, si ça se trouve, c'est le frère de Sorar qui l'a aidé. Et du coup, c'est Sorar qui est venu et qui a dit, en fait, j'ai trop aimé comment tu t'es occupé de mon frère. C'est du karma. Du coup, Ouais, c'est le karma. Et le fait que notre écosystème soit quand même minuscule et que tout se sache aussi, quoi. Mais en fait, il est tellement petit à tous les niveaux, au niveau fonds, au niveau entrepreneur, que je pense... Tu as même un côté... responsabilité, réputation, etc., qui fait que, en fait, si t'aides pas les entrepreneurs, déjà, bonne chance avec ton karma, mais en plus, bonne chance avec ta valeur première qui est ta réputation, genre qui tu es. Parce qu'en fait, on représente un fonds, mais on est aussi des individus, comme l'entrepreneur est un individu en face. Et effectivement, si un entrepreneur travaille avec Alexis et qu'il a cette relation qui est hyper agréable, en fait, dans un marché hyper concurrentiel, si jamais Alexis se retrouve face à un autre fonds pour mettre le même montant, le même ticket, etc., ce sera toujours un plus pour lui de se dire oui, mais en fait, lui, par contre, il viendra, il t'aidera, il sera là pour toi. Même si ça va pas, en fait, il comptera pas son temps. Et en fait, c'est là où, effectivement, c'est quelque chose que tu fais pas volontairement en disant je fais ça parce qu'un jour, ça me resservira. Mais on espère que ce soit bénéfique, quoi. Exactement. Pour moi, l'argent que tu vas générer en tant que fonds, la plus-value que tu vas générer, c'est une conséquence de deuxième ordre du fait d'accompagner les entrepreneurs, du fait de financer les bons entrepreneurs et de les accompagner. Tu regardes des Sequoia, des Andreessen, ils n'hésitent pas du tout à se couper le bras et à dire en fait, non, tu vas pas marcher. Voilà, sache juste qu'on va du coup pas passer de temps avec toi. Je suis pas sûr que Sequoia ait une mauvaise réputation. Mais parce que en fait, leur réputation, elle dépasse les personnes déjà dans ces types de fonds. Donc ils vont lever. Peu importe en fait aujourd'hui, tu vois, s'il y a des boîtes qui vont pas, ils sont arrivés à un tel niveau de fonds. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'important c'est de lever et d'investir. Déjà, je pense que si tu laisses un peu certaines de tes boîtes pourrir, etc., l'impact il est beaucoup plus important quand tu es une plus petite structure. Et effectivement, tu as un peu plus ce devoir d'accompagner toutes les boîtes. Là où je pense c'est Sequoia. Ils ont déjà fait leurs preuves. En fait, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont montré leur capacité à accompagner certains entrepreneurs. Peut-être qu'effectivement, si tu fais le test sur toutes les boîtes qu'ils ont financées aujourd'hui, il y en a peut-être quelques-unes qu'ils ont abandonnées et qui diraient non, franchement, on va pas chez Sequoia, voilà. Mais au final, en fait, leur réputation, elle est au-dessus, leur track, il est au-dessus. Et donc, en fait, ils sont plus dans ce besoin. C'est peut-être pour ça ils sont plus en capacité de dire ok, je m'en fous. Et je pense quand même que chez Sequoia, tu as des gens en interne qui ont peut-être cette logique de se dire très héroïste, etc. C'est aussi lié, je pense, à leur localisation, à la enfin, tu vois, c'est des Américains, c'est pas la même façon d'investir, c'est vraiment genre le house of cash. Je pense que là, tu peux vraiment l'appliquer. Tu vois, nous, c'est encore un peu house of cash, mais le sous-jacent, c'est house of people, quoi. Il y a quand même des gens à gérer, le côté réputationnel est plus important, donc voilà. Donc non, je pense que effectivement, c'est plus facile quand tu as un Sequoia de nexter une boîte et puis même, je pense qu'ils ont des billes en interne pour se dire ok, tiens, on va t'envoyer un ou deux contacts qui te permettront de gérer ça en interne. Tu vois, sur le redressement, peut-être qu'ils ont des gens en interne qui vont les aider et se disent ok, quand les boîtes ne vont pas bien, on leur envoie, on a une personne en interne qui s'en occupe et du coup, toutes nos équipes, elles sont d'invest, elles se... Non, parce que ce qui est pire, c'est qu'ils sont capables de dire en fait, tu performes pas assez, tu pourrais lever un tour, mais nous, on va pas remettre parce que tu performes pas assez, ou alors on va mettre moins de ton prorata et envoyer des mauvais signaux. Mais ça, pour le coup, c'est tous les fonds. Là, on est... en France, on a du mal. En France, il y a des gens qui font ça. Ouais, mais très peu en fait. C'est-à-dire que selon toi, t'as une term sheet d'un fonds, le fonds qui rentre. Oui, mais c'est dans la brand de Sequoia, donc en fait, si c'est dans ta brand, en fait, la réalité que t'agis comme ça, t'envoies pas trop de signal. Oui, c'est comme Kima qui remet pas, ça envoie pas un signal négatif parce que de toute façon, il remet jamais. Parce que Kima ne remet jamais. Ouais. Non, mais je te parle d'un fonds qui est censé remettre
Sequoia, Sequoia, quand ils rentrent en early stage, c'est pour vraiment, et puis c'est même pour préempter le tour de série A ou de série B, ça dépend où ils sont rentrés, quoi. Si, tu vois, il est arrivé en seed qui met très peu en série A, c'est un très mauvais signal. Et ça, ils sont capables de faire. Nous, enfin, moi, je sais que chez nous, c'est un truc qui est inconcevable si une start-up dans notre portefeuille a reçu une term sheet et que le fonds dit vos historiques, ils mettent combien là? Parce que alors, on va mettre ce que les mecs nous demandent, quoi. Mais, il y a une différence de culture aussi. Il y a une différence de culture parce que typiquement, nous on voit sur nos boîtes américaines qu'on a, parce qu'on avait historiquement en fait, Kima investissait pas mal en dehors de la France de 2010 à 2013 parce que bah, il y avait moins de fonds aux US aussi. Donc on pouvait avoir un portfolio qui était un peu plus global. Aux États-Unis, ils ont tendance à arrêter plus vite. Ça fait parce que l'échec est beaucoup plus accepté. Et donc du coup, en France, on a tendance en fait à faire tenir un peu plus longtemps. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, n'est pas le sujet. Sora se serait arrêté, tu vois, si. Pas forcément. C'est plus. Mais tu vois des boîtes qui ont eu un temps un peu long au départ. Bah, Sora n'a pas été long. Ouais. C'est créé en 2019 et c'est une unicorn en 2021. C'était 2019 la création? Non, c'était 2018, 2019. Ouais. Comme ça. Je crois que c'était. Moi, je dirais 2017-2018. Ouais. On peut faire un quiz. Il y a plein d'exemples de super boîtes qui ont mis du temps à décoller, quoi. C'est sûr. Oui, mais du coup, c'est un super learning. C'est de se dire parfois, tiens, non, mais parfois, en fait, nos critères, tu vois, qu'on s'est un peu constitués, qui sont très liés au FOMO, qui est de se dire, tiens, il y a un fonds qui regarde, mais il regarde plus. Tiens, en fait, la boîte, elle a plus de 2 ans, elle n'a pas encore levé énormément, c'est pas normal, elle fait pas. En fait, parfois, il faut peut-être avoir une espèce de souplesse en fonction de, bah, c'est quelle typologie de boîte, est-ce que sur ce marché, est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que Sora aurait vraiment pu, tu vois, être déjà une licorne après 2 ans, en 2019, si elle s'est créée en 2017. 2018, on verra après c'était quoi la création. Mais tu vois, c'était pas propice au marché en fait. Tu vois. Nous, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles on est evergreen. C'est parce que Gonzague et Clara, ils se disaient, en fait, parfois, tu as un marché sous-jacent qui peut prendre un peu plus de temps et donc il faut laisser une opportunité. Donc c'est un peu contradictoire avec le VC où on se dit, bah, tiens, il faut faire de la perf rapidement, etc. Mais c'est peut-être des learnings parfois à se dire, bah, tiens, en fait, est-ce qu'elle a marche si j'ai vraiment une conviction forte? Même s'il y a un critère qui ne correspond pas à ce que moi j'aime en tant que VC, à savoir, bah, en fait, ça fait 5 ans qu'ils existent et en général, sur ces niveaux de maturité, on attend beaucoup plus. Bah, en fait, si j'ai vraiment un cœur, vraiment une conviction, vraiment les entrepreneurs que j'aime, pourquoi pas, quoi. J'aimerais bien voir la track de Sequoia, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas se couper le bras beaucoup plus rapidement pour avoir le track de Sequoia? C'est la question. Est-ce que le support, est-ce qu'on apporte énormément au support ou est-ce que juste après, t'as le brand name et tout, on n'en est pas au stade de maturité encore. Oh, honnêtement, on a des boîtes, des boîtes de série A qui ont levé avec Sequoia en série A, il y a du support. Genre, ouais. Là, t'as le réseau, ouais, non mais ça, t'as les intros et en plus de ça, t'as un markup sur ta valo et t'as 100% des fonds de la planète qui te regardent à partir du moment où Sequoia est rentré dans ta capital. Donc c'est de toute façon plus facile après d'aller lever, quoi. Après, avant de passer à la dernière question, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, je ne suis pas censé intervenir, mais j'ai quand même envie de le faire. Tu veux pas participer au débat aussi parce que je sais que tu as plein d'opinions sur le sujet. Non, mais ce sujet du ROI, je me pose beaucoup la question, on en a déjà parlé en off. Il y a aussi un ROI personnel d'accompagner des entrepreneurs sur des sujets parfois compliqués, parce qu'il y a un learning énorme. Quand tout va bien, finalement, c'est facile, tu es spectateur, tu es au cinéma. Les sujets un peu compliqués, tu dois mettre un peu les mains dans le cambouis. Alors nous, on ne fait pas, mais on assiste. C'est plein de learning et que moi, j'ai modestement su réutiliser à des moments où sur d'autres boîtes, un peu plus tard, dans 2, 3, 5 ans après, tu vois des patterns qui peuvent se reproduire. Et ça, en tout cas, moi, c'est un truc qui me fait très plaisir. Mais on passe à la dernière question parce que je vois que le temps avance. C'est une question qu'on n'a pas préparée, qui est extrêmement simple. Ça sera notre question de la fin. On a un métier, de mon point de vue, passionnant. Tu le disais tout à l'heure, Alexis, Angélique, Paul, vous êtes forcément d'accord avec nous. La multiplicité des tâches est énorme. En tout cas, on a des agendas plutôt denses avec de la levée, de l'investissement, du marketing, de l'analyse de marché, enfin, tout un tas de sujets. Aujourd'hui, question de fin, quelle est la plus grosse difficulté, selon vous,
que vous pouvez rencontrer dans notre job et la façon dont on le fait? Paul, je te regarde, je vois que tu… Je vais les laisser répondre en premier. Non, non, en vrai, c'est complexe parce que, comme tu dis, en fait, tout est compliqué. Tout est facile aussi, c'est parce que c'est passionnant. Qu'est-ce qui est C'est dur, le plus difficile, c'est de dire non à un entrepreneur, je pense. C'est de trouver les raisons de dire, tu vois, t'adores la boîte, t'adores le mec, je sais pas, parce que tu penses que ça va pas atteindre le milliard de valorisation qui est notre thèse d'investissement, enfin, tu vois, des trucs, de la thèse, des fonds et tout ça. Et de trouver les raisons de dire, alors que tu lui as parlé 2-3 fois, tu lui as fait perdre du temps finalement, en tout cas, il a pris du temps pour toi. Et ça, moi, c'est vraiment le truc où j'ai le plus, et ça,